Psy.com. Connaître pour bien être. Bonjour chers amis, nous nous retrouvons là, maintenant, dans l'émission à livre ouvert. Pourquoi ? Parce que nous avons la joie de découvrir un ouvrage dont le titre est « Moyens non pharmacologiques de prise en charge de la douleur ». Cet ouvrage a été écrit par deux personnes que vous allez découvrir et qui vont parler de cet ouvrage, qui vont nous intéresser à ce qui est leur vie quotidienne. Alors ces deux personnes, la première s'appelle Pascale Thibault et la seconde Nathalie Fournival, infirmière de formation, et elles vont vous dire beaucoup de choses sur cet ouvrage. Je me permettrai aussi bien sûr de leur demander quelques éclaircissements sur une des choses que j'ai pu repérer dans cet ouvrage. Nathalie et Pascale, vous avez la parole pour vous présenter, pour d'abord accueillir nos auditeurs, et puis commencer à parler de cet ouvrage, surtout du sujet de cet ouvrage. Nathalie, Pascale, à vous. Oui, bonjour, je suis Nathalie Fournival, donc je suis infirmière de formation, cadre de santé, et après une expérience durant plusieurs années en établissement hospitalier dans des services comme la réanimation ou la salle de surveillance post-interventionnelle, j'ai eu une orientation à un moment donné vers la formation initiale dans le premier temps et désormais sur la formation continue. Avant de parler de l'ouvrage, je vais laisser la parole à Pascale pour se présenter également. Voilà, Pascale. Bonjour, je suis Pascale Thibault, je suis infirmière puéricultrice, c'est-à-dire infirmière spécialisée pour les enfants. Je suis également cadre de santé. J'ai une carrière qui s'est partagée entre une activité clinique au lit du malade et une carrière de formateur. Et j'assure actuellement de la formation continue auprès des professionnels de santé en institution ou des infirmiers libéraux. Bien. Alors, le sujet de votre livre, c'est la douleur. La douleur et le traitement de cette douleur par des moyens non pharmacologiques. Pourquoi la douleur d'abord, avant de passer à autre chose ? Pourquoi la douleur ? Alors, la douleur parce que c'est une thématique à laquelle j'ai été confrontée en soignant des enfants en particulier en chirurgie et puis ensuite en cancérologie, avec la chance d'avoir une activité professionnelle au moment où beaucoup de connaissances se sont développées dans les années 80 et où peu de professionnels s'y intéressaient. Et ensuite, dans le développement de ma carrière, j'ai également eu la chance de travailler au Centre national de ressources de lutte contre la douleur. Et ce sujet est quand même quelque chose qui est partagé par toutes les personnes malades et leur entourage. Et pour ma part, j'ai eu une expérience au moment de la parution du premier plan douleur en 98. L'opportunité dans l'établissement dans lequel j'étais à l'époque d'avoir une mission spécifique sur la prise en charge de la douleur. Donc en ayant eu une formation complémentaire, nous avons été avec une collègue positionnée comme référente, puis coordinatrice. Et à ce moment-là également, donc beaucoup de textes ont permis à ce que les infirmières aient des responsabilités un peu plus importantes sur la prise en charge de la douleur, ou tout au moins les axes étaient beaucoup plus structurés et développés. Et dans ce cadre, toutes ces années ont permis dans cet établissement en fait d'avoir une expertise sur la prise en charge de la douleur. Et dans le même temps, donc dans les années 2000, de pouvoir officialiser un titre d'infirmière ressources douleur reconnu par la Société française d'études et de traitement de la douleur et pouvoir ainsi créer une unité de coordination. Donc ça a été quelques années de mon expérience très importante qui a permis également d'avoir un autre accompagnement vis-à-vis des patients douloureux de l'institution, puisque nous étions sollicités pour des prises en charge complexes
Donc nous avions à la fois la possibilité d'accompagner les équipes pour améliorer l'évaluation, la prévention et les thérapeutiques, mais également d'avoir un suivi, un accompagnement de patients douloureux complexes et d'avoir une expertise en fait sur cette thématique. D'où aussi ce grand intérêt sur cette thématique douleur qui concerne tous, à la fois les professionnels, l'entourage et également tous les patients eux-mêmes, tous les usagers. Bien sûr. Et qu'est-ce qui fait que là, qu'est-ce qui fait que vous passez vous imaginez ou vous passez à des moyens non pharmacologiques? Qu'est-ce qui vous amène à prendre cette option? Alors en fait, cette option, elle a été valorisée à travers les plans douleur. Actuellement en France, il y a eu 3 plans douleur et dès le deuxième plan douleur, c'est-à-dire en 2002 jusqu'en 2006, ces moyens ont commencé à être mis en avant et ensuite, dans le 3e plan de lutte contre la douleur, ces moyens ont également été un axe de travail, de réflexion qui était souligné. Ça, c'est le côté officiel, légal, les recommandations. Pour ma part, c'est vrai que ces moyens, en fait, j'ai pris conscience au cours du déroulement de ma carrière que je les avais quelquefois utilisés, pas forcément de manière tout à fait professionnelle. Je vais prendre un exemple. Distraire des enfants quand on réalise un soin, c'est quelque chose qu'on va quelquefois faire spontanément. Et aujourd'hui, on sait qu'on peut professionnaliser beaucoup plus ce comportement soignant. Donc c'est comme ça que les choses se sont développées. Et puis il y a une structuration de ces moyens qui s'est faite de manière progressive. D'accord. Et Nathalie, vous avez suivi le même parcours que Pascal pour arriver à des moyens non pharmacologiques? Oui, parce que par rapport justement, je parlais tout à l'heure des patients ayant des douleurs complexes. Il s'avère qu'à un moment donné, dans ce cheminement auprès de ces patients, j'étais dépourvue justement de moyens, puisque la thérapeutique n'est pas la seule solution pour ces personnes, et que j'ai été amenée à avoir une formation complémentaire sur les thérapies cognitives et comportementales, qui ne m'ont pas permis, dans les années qui ont suivi, de vraiment identifier les stratégies que je mettais en place par rapport aux patients, sachant que vis-à-vis de l'accompagnement des patients douloureux, il n'y a pas une seule stratégie, il y a surtout celle que lui va aussi développer. On va l'aider à trouver ses propres stratégies pour faire face aux situations douloureuses, et que l'écriture de l'ouvrage m'a permis également de poser des situations cliniques de patients que j'avais accompagnés, de mieux identifier les mécanismes et les processus d'accompagnement. Donc ça a été aussi très intéressant dans ce sens-là. Est-ce que vous avez un cas en mémoire que vous pourriez nous raconter là maintenant? Oui. C'est une personne qui subissait très régulièrement sur les derniers mois de sa vie des ponctions qui étaient très douloureuses, puisque ce sont des ponctions pleurales, donc au niveau de la cage thoracique, et cette personne ne souhaitait absolument pas prendre de la morphine. Elle jugeait que si elle prenait de la morphine, elle perdait le contrôle de sa vie. Elle ne le disait pas comme ça, mais dans l'accompagnement, elle souhaitait être douloureuse pour être dans la vie. Ça, en tant que soignant. Personne exprime ça, non? Beaucoup de personnes, beaucoup de malades expriment cet aspect de la douleur et rester dans la vie. Exactement. Sauf qu'en tant que soignant, c'est très déstabilisant d'être face à une personne qui souffre énormément. En même temps, vous savez qu'il y a des moyens accessibles, mais cette personne ne la prend pas. Et la posture professionnelle amène souvent les soignants à dire « mais vous savez, vous avez la possibilité de prendre ces médicaments, c'est pour votre bien ».
qu'est-ce que nous savons en tant que soignants du bien de l'autre. Et tout l'accompagnement de cette personne a consisté à mettre en place d'autres méthodes, d'autres moyens pour qu'elle puisse, elle, faire face à cette douleur provoquée qui était très régulière, hein, c'était pratiquement 2 à 3 fois par semaine. Et nous avons pu ensemble, mais parce qu'il y avait aussi une relation soignant-soigné qui permettait d'avoir connaissance de ces ressources, nous avons pu ensemble mettre une méthode de distraction associée également à l'administration d'un mélange gazeux qui lui permettait de moins souffrir pendant cette ponction. Et l'équipe médicale elle-même a complètement adhéré ensuite à tout ça et était également incluse dans cette stratégie. Donc ça a été, sur le moment, cette équipe n'a pas identifié ce qu'on mettait en place, et le fait de poser cette situation a vraiment permis de comprendre toutes les méthodes qui avaient été proposées à cette patiente et qui permettaient qu'elle puisse venir à l'hôpital beaucoup plus sereinement malgré la situation difficile. D'accord. Donc c'est un bel exemple que nous apportez. Alors votre livre est fait en 2 parties, d'après ce que j'ai pu voir. Mais la deuxième partie, elle est plus comment dire, pratique que la première. La première, vous évoquez les moyens, et puis vous donnez aussi quelques définitions de la douleur, parce que des types de douleurs. Et dans la deuxième partie, vous êtes un peu plus pratique, d'après ce que j'ai pu retenir. C'est ça, Pascal? Alors oui, c'est ça. C'est vrai qu'il y a quelques années, j'avais fait un petit travail, une petite enquête où je voulais savoir comment les soignants utilisaient, par exemple, les méthodes de distraction auprès des enfants. On avait l'impression que c'était quelque chose qui était habituel. Et puis on s'est rendu compte, en faisant cette enquête, qu'en fait, les personnes se limitaient toujours au même type d'attitude. Et une des motivations pour ce livre, ça a été aussi de donner beaucoup d'exemples pratiques pour autoriser les soignants à développer toutes ces compétences et aussi à s'autoriser quelquefois à les mettre en œuvre. Par exemple, poursuivre une toilette avec un massage, eh bien, ça n'est pas forcément évident pour tout le monde. Donc c'est vrai qu'on a voulu que ce soit très pratique pour que les soignants identifient ces moyens et les intègrent aisément à leur quotidien. Est-ce que Nathalie peut nous parler du coping? Alors oui, si nous devons définir de façon assez simple, oui. Il s'agit de toutes les stratégies que le patient, que la personne soignée identifie pour faire face. C'est-à-dire que nous allons l'amener à trouver ces stratégies pour faire face à des situations complexes et douloureuses. Vous avez un exemple ? L'exemple qui peut parler au plus grand nombre serait pour un lombalgique chronique de l'amener à acquérir des nouvelles postures pour éviter de se déclencher d'autres douleurs qui ne sont pas nécessaires. D'accord. Donc il y a dans cette deuxième partie l'évocation de nombreuses pratiques non médicamenteuses, non pharmaceutiques. Et est-ce que vous pouvez nous en donner encore? Le renforcement positif, je vois la récompense. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La distraction, je crois que Pascal l'a évoqué. Est-ce qu'il y a d'autres techniques que vous pouvez évoquer là maintenant? Écrites dans votre ouvrage, bien sûr. En fait, dans l'ouvrage, ce qu'on a mis en évidence, c'est aussi la classification de ces méthodes. C'est-à-dire que souvent, les soignants utilisent une partie d'une méthode. Par exemple, ils vont utiliser la respiration. Mais la respiration en soi, ça peut être vécu comme une méthode, mais souvent, cette respiration, elle va être utilisée dans plusieurs pratiques. Et du coup, on a voulu clarifier les choses. Alors, on va avoir des méthodes physiques et physiologiques. Oui.
On a par exemple le chaud, le froid, qui sont quelquefois très simples d'utilisation. Enfin, je pense à l'utilisation par exemple du glaçon quand on doit piquer un patient et qu'on n'a pas de temps pour mettre la crème qui permet au bout de 2 heures de pouvoir faire un prélèvement sans douleur. On voit que ça peut être beaucoup plus rapide et facile d'accès. Donc ces méthodes physiques et physiologiques sont décrites. Ensuite, on a les thérapies cognitivo-comportementales dont Nathalie nous a un petit peu parlé, et puis toutes les méthodes psychocorporelles, des plus simples, j'ai beaucoup parlé de la distraction, aux plus compliquées, comme l'hypnose, des techniques de relaxation qui vont demander une formation complémentaire au personnel soignant. Mais au moins, il faut qu'ils sachent que ça peut être utile pour le patient. Vous pouvez nous raconter l'histoire du petit Nicolas, l'enfant de 4 ans? Je ne me rappelle plus l'histoire du petit Nicolas. Nicolas, le service d'urgence, il a une plaie au cuir chevelu. Nicolas, une plaie au cuir chevelu et son papa lui raconte, raconte une histoire, c'est ça? Voilà, c'est ça. Est-ce que Nathalie s'en souvient? Alors, il y a 2 spécificités sur le fait de l'avoir écrit à 2 auteurs. C'est que Pascal est plus sur les situations d'enfants et je suis plus sur les situations d'adultes et de personnes âgées. Je n'ai pas révisé. Et donc, le petit Nicolas, c'est Pascal. Ça fait longtemps. D'accord. C'est pas grave, parce qu'en fait, moi, ce que je vois, ce que je vis, c'est que, en fait, vous avez utilisé un personnage de dessin animé qui s'appelle Dora, d'après ce que je vois, et donc il y a la chasse au trésor et aux pirates. Et j'imagine que cet enfant qui a dû écouter écouter, ou en tout cas la mention de Dora et du trésor qui se trouve sous le cocotier, a dû aider Nicolas à supporter la douleur qui lui était imposée. Je pense que c'est ça. Alors oui, ça va être l'occasion aussi peut-être de dire un mot de notre collègue Thierry Moreau qui s'est investi en particulier pour ses exemples auprès d'enfants, parce qu'il a beaucoup développé toutes ces pratiques et c'est lui qui nous a aussi donné quelques expériences pratiques. Alors c'est vrai que à partir de ce personnage qui est apprécié par cet enfant, eh bien, on construit une histoire, on part avec lui dans l'histoire. Et effectivement, l'enfant se laisse complètement absorber par l'histoire et du coup, les soins peuvent se dérouler tout à fait tranquillement. On a là une belle description d'un coping positif pour cet enfant. Alors que très souvent, ces soins sont l'objet de peur, de phobie et d'agitation. Donc c'est aussi montrer que ça peut se passer bien. Nathalie, le personne âgée qui est âgée de 96 ans, qui souffre de troubles, et donc c'est vous qui avez vécu cette expérience? Alors c'est une situation qui a aussi été décrite par des professionnels, mais ce sont des situations que j'ai rencontrées. Et que nous avons également, nous avions précisé que nous étions maintenant dans la formation continue et nous avons un axe de formation douleur très important. Et ce genre de situations nous sont rapportées également très fréquemment par les professionnels. Notamment sur nous avons fait le choix de parler de la toilette parce que c'est un acte qui est très fréquent, qui dans les structures médico-sociales est un acte qui se fait tous les jours et on peut se poser la question de savoir s'il est important tous les jours d'être obligé d'avoir cet acte fréquent qui provoque des douleurs et qui induit des douleurs aux personnes âgées qui sont elles-mêmes douloureuses de façon importante. Donc là, pour cette situation, se rajoutent les troubles cognitifs liés à l'âge qui donnent une difficulté complémentaire de pouvoir évaluer les personnes. Ce que nous voulons insister aussi aujourd'hui, c'est que nous avons aujourd'hui tous les moyens d'identifier et d'évaluer la douleur des patients, quel que soit leur âge et quelle que soit également leur pathologie. Donc
d'identifier la douleur provoquée et de mettre en place des moyens non pharmacologiques permet également et notamment pour cette personne, d'avoir cette méthode de divertissement et d'aller chercher chez cette personne âgée ses ressources, ses goûts, ce dont elle a besoin pour être accompagnée dans le soin est vraiment quelque chose de primordial et qu'il faut transmettre de plus en plus aux professionnels, qui doit s'autoriser, permettre aux professionnels de s'autoriser à développer ces stratégies. Nathalie et Pascal, je reprends un passage de votre ouvrage où vous évoquez le fait que les thérapeutiques non pharmacologiques ne sont pas efficaces parce qu'elles ne sont pas reproductibles. Donc je me dis qu'effectivement dans le domaine de la santé et de la médecine, où l'approche est toujours scientifique, comment vous abordez cet aspect du traitement de la douleur? Alors en fait, ça c'est une croyance, c'est quelque chose qui est souvent évoqué. Oui. C'est vrai que on sait aujourd'hui que ces pratiques sont efficaces parce qu'on a réussi, on va dire ces 10-12 dernières années, à mettre en œuvre des travaux de recherche rigoureux qui ont permis de montrer que ces pratiques, comme des moyens médicamenteux, peuvent être évaluées et on peut en montrer l'efficacité. Alors évidemment, chacun va réagir de manière différente, mais si on adapte la pratique aux besoins et aux attentes de la personne, effectivement, on va avoir une efficacité et une reproductibilité assez satisfaisante. J'étais en train de penser que vous décrivez toutes les deux un changement de monde. Nous passons du monde de la maladie au monde de la personne malade. C'est ce que je trouve assez extraordinaire dans votre approche. Oui, alors c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis longtemps, je crois, et peut-être parce que quand je me suis orientée vers ce métier, c'était pas forcément pour soigner des gens malades. Je voulais être puéricultrice pour travailler à la crèche, et donc il fallait passer par ce cursus professionnel. Et puis une fois auprès de gens malades, j'y ai trouvé beaucoup d'intérêt. Je pense que ma personnalité, ce que j'étais, m'a toujours fait passer la personne, l'individu, l'enfant, ses parents, avant peut-être la maladie. Mais c'est vrai que je ne m'orientais pas au départ pour soigner des gens malades. C'est peut-être ça, mais je ne sais pas. Est-ce que Nathalie peut nous dire aussi alors sur le sujet que vous évoquez sur... Oui. Passer du monde de la maladie, voilà, qui était le monde de la médecine jusqu'à quasiment aujourd'hui, au passage au monde de la personne malade. C'est-à-dire que la dimension humaine de la personne est prise en compte maintenant. Ce qui est très très stimulant dans nos métiers, c'est que la personne est en effet une personne qui est malade, mais ou qui peut avoir besoin de soins à un moment donné, mais elle a un parcours, et elle a un parcours de vie avant d'avoir un parcours patient. Et c'est tout l'enjeu en fait de cet accompagnement qui considère d'abord la personne en tant que personne, qu'individu avec une histoire de vie, avec des croyances, des représentations, avec des souhaits, des besoins, des refus également, dans un parcours qui est à la fois un parcours à domicile, dans une institution à un moment donné, ça peut être dans une structure médico-sociale à un moment donné, ça peut être à domicile avec également des soins, mais c'est de considérer la personne dans son environnement, avec ses besoins et en partant de ses ressources. Et je crois que toute ma carrière également en hôpital m'a amené à m'intéresser à ce sujet-là, parce que, notamment cette expertise douleur, parce qu'on se souciait de savoir ce que la personne allait devenir après son hospitalisation. Et aujourd'hui, il y a vraiment une volonté de développer en fait cette réflexion sur la personne dans son parcours, et c'est aussi son parcours de vie. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui
on doit, je pense, en tant que professionnel de santé, développer ces accompagnements de personnes. Et d'ailleurs, dans les écrits, je ne sais pas si vous l'avez identifié dans l'ouvrage, mais on parle très rarement de patients ou de personnes malades. On parle surtout de personnes soignées. Absolument, absolument. C'est très très clair en parcourant tout le livre. Eh bien écoutez, Pascal et Nathalie, moi en tout cas je vous remercie d'avoir été là, d'avoir été présentes, d'avoir parlé aussi bien d'abord du thème, du sujet de la douleur, et puis donc de ces moyens non pharmacologiques. Je rappelle le titre de votre livre, qui est Moyens non pharmacologiques de prise en charge de la douleur, écrit par Pascal Thibault et Nathalie Fournival, et c'est édité aux éditions Lamar. Merci encore. Je vous laisse dire au revoir à nos auditeurs. Merci et au revoir. Merci et au revoir à tout le monde. C'est bien. À très bientôt, en tout cas, j'espère, pour toutes les deux. À très bientôt. Au revoir, chers auditeurs, et à une prochaine émission de À Livre Ouvert. Au revoir.